Bonsoir à toutes et à tous. Faux départ. C'est Monsieur Pujadas qui est avec moi ce soir et qui a lancé un peu trop tard. Bonsoir pour cette formation organisée, cette session d'information en tout cas organisée par l'Académie de la Cheville sur la notion de proprioception et sa différenciation avec celle d'équilibration. On va y revenir un peu plus tard. J'ai le plaisir d'animer cette soirée, donc Romain Terrier, je suis docteur en biomécanique et mon collègue à la technique ce soir est aussi docteur en biomécanique et c'est dommage qu'il ne soit pas docteur en sciences de l'information ou en électronique ou en informatique parce que sinon on n'aurait pas fait de faux départ. Il s'appelle Grégoire Mitonneau, vous ne le verrez pas à la caméra, mais c'est bien dommage, mademoiselle. Il vous aurait très certainement plu. Donc l'Académie de la Cheville, c'est une démarche qui est née de l'envie commune de différents acteurs de la prévention, de la rééducation, du traitement de ces pathologies, donc chercheurs, kinés, médecins, chirurgiens, de faire partager leurs connaissances avec un moyen efficace, parce qu'on est tous contraints par les déplacements qui sont chronophages. Donc on essaye de passer par le biais d'Internet pour diffuser des connaissances assez régulièrement. Donc voilà, tous les acteurs que je viens de citer participent à ces sessions. On représentera un calendrier des sessions de programmation à la fin de cette présentation. J'en profite pour vous dire que le support de la présentation de ce soir, vous le recevrez dès demain en PDF. Donc, les vidéos qu'on visualisera et toutes les informations, vous pourrez y réaccéder sans problème. Et à la fin de cette session, vous aurez le planning de programmation, et notamment avec des programmations de chirurgiens qui vont arriver courant novembre. Pendant toute la session, vous ne pourrez pas poser de questions à l'oral, parce que vous êtes très nombreux, et du coup, ce serait compliqué que tout le monde puisse interagir, on n'entendrait plus rien. Par contre, en bas à droite de votre écran, vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions par écrit, et Grégoire, au moins ça le motivera à ne pas s'endormir pendant la présentation, et il pourra faire un petit bilan de ces questions, et on essayera d'y répondre autant que possible à la fin. Et puis, dernière chose avant de passer aux choses concrètes, quand vous vous déconnecterez, vous aurez un petit questionnaire avec 5-6 questions, en 20 secondes, pas plus, à répondre. N'hésitez pas à répondre à ce questionnaire, c'est très utile pour nous pour adapter un peu les formations et faire en sorte que tout corresponde le plus possible à vos attentes. Voilà. Donc, la proprioception, alors le titre qui a été donné à cette présentation, c'est équilibration sur surface instable et proprioception de la cheville. Il est vraiment pas sur le coup parce que je suis en train de lui faire des signes qui m'enlèvent de l'écran pour qu'on laisse place complètement au PowerPoint. Donc là, je vous illustre pas le signe qu'il me fait. Hein. Et c'est bien plus intéressant que voir ma tête. Équilibration sur surface instable et proprioception de la cheville, une relation pas si claire. Pour être encore plus direct, nous pensons, quand je dis nous, c'est le groupe de recherche avec lequel je travaille et moi-même, nous pensons qu'il y a une confusion dans les esprits qui s'est construite dans le temps, et ça s'explique, compte tenu de la chronologie des informations scientifiques qui nous sont parvenues. Il y a une confusion qui s'est donc construite entre l'équilibration sur surface instable et la stimulation proprioceptive de la cheville. Et c'est un faux concept, une fausse liaison qu'on va essayer de casser, une idée reçue qu'on va essayer de rectifier. Donc, pour présenter le sommaire de ce soir, donc ICC, quand je vais dire ICC, ce sera instabilité chronique de cheville et déficit fonctionnel. Quels sont les déficits fonctionnels qui peuvent être associés à l'instabilité de cheville? Ensuite, comment identifier les articulations dont les propriocepteurs sont ciblés? Il y a une méthodologie scientifique qui a été mise au point et qui est une proposition de chercheurs marseillais, donc quand ça vient de la France, il faut le dire. Pas forcément pour voter pour Arnaud Montebourg, mais il faut lui reconnaître des points positifs quand il en a. Puisque Grégoire est fan d'Arnaud Montebourg, c'est pour ça qu'il a une marinière toujours, je vous le montrerai à la caméra tout à l'heure. Ensuite,
on va répondre à la question très concrète, comment stimuler la proprioception de la cheville, et puis ensuite, comment tester l'acuité proprioceptive d'une cheville. C'est-à-dire, comment évaluer cette acuité proprioceptive, comment savoir si elle est normale ou hors norme, et comment s'assurer qu'on relâche le patient dans la nature avec une acuité proprioceptive satisfaisante. Alors, sur le contexte, l'entorse latérale de cheville, c'est plus de 6500 cas par jour diagnostiqués, ou en tout cas vus par un professionnel de la santé chaque jour, dont un bon 10% par le service des urgences. Les deux problèmes qui sont associés à ça, c'est une rééducation qui est nécessaire mais insatisfaisante. Je vous renvoie à la méta-analyse de Postel à ce sujet-là. En gros, un patient sur deux récidive dans les 18 mois qui suivent la rééducation, qu'il ait fait une rééducation ou pas d'ailleurs. Et de l'autre côté, les conclusions, les conséquences de cette rééducation insatisfaisante, c'est l'instabilité chronique, voire l'arthrose de cheville. On a beau dire que la rééducation insatisfaisante, elle est nécessaire et ça peut être la seule solution. On a complètement altéré la stabilité passive d'origine capsulo-ligamentaire de l'articulation. Il faut forcément restaurer. Par contre, le traumatisme a endormi, inhibé le côté sensorimoteur, stabilisation active. Le principe de la rééducation, c'est de réveiller cette stabilisation active. Alors, les déficits fonctionnels, on parle de fonctionnels ici en opposition, en tout cas en contraste aux déficits mécaniques. Les déficits fonctionnels qui ont fait l'objet d'études et qui ont été avérés par la science, sans avoir la prétention de penser que c'est exhaustif, mais en étant assez attentif à la littérature scientifique, on peut dire qu'ils sont au nombre de 6. On va en détailler un aujourd'hui, qui est le cadran nord-ouest, on va dire, ça va faire plaisir aux Bretons, ou aux Normands, c'est le déficit proprioceptif. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, loin de là, mais c'est celui qu'on va détailler ce soir. Je vous rappelle qu'il y a des formations qui sont dédiées à la faiblesse des éverseurs, d'autres au déficit de contrôle postural. Encore une fois, vous verrez le programme tout à l'heure. On va se centrer sur le déficit proprioceptif. Vous voyez que à l'extrême opposé, donc au sud-est, bonsoir Niçois, en face du déficit proprioceptif, il y a des déficits de contrôle postural. Le simple fait de dissocier les deux est bien en cohérence avec le titre de la présentation. Donc on va vraiment se concentrer sur le déficit. C'est quoi la proprioception de la cheville? Qu'est-ce qu'un déficit proprioceptif? Comment cibler la proprioception de la cheville? Une fois qu'on en est là, alors le principe de déafférentation partielle et de déficit proprioceptif de la cheville, c'est une hypothèse qui a été émise par Freeman, Wyke et Freeman, même, Freeman et ses collaborateurs, dans les années 60-65. C'était une hypothèse. L'idée, c'est qu'avant 1950, en gros, on plâtrait les entorses de cheville. Quand on déplâtrait, on avait une vision uniquement ligamentaire de la question. Quand on déplâtrait, les gens récidivaient. À partir des années 50, on a commencé à essayer de renforcer les muscles stabilisateurs de la cheville. Les gens faisaient toujours des récidives. Et là sont arrivés Freeman et ses collaborateurs, et on fait l'hypothèse d'une éventuelle déafférentation partielle, en tout cas, du système périphérique vis-à-vis du système nerveux central. Ça, c'est une hypothèse en 1965. Elle a été avérée en 2010, notamment, toute la période qui sépare 1965 à nos jours. Mais il y a une méta-analyse de Moon et collaborateurs en 2010 qui fait état de déficit de sens de la position et de déficit de sens de détection, en fait, de la kinesthésie et de la statesthésie. Donc la statesthésie, c'est le sens de la position. La kinesthésie, c'est la détection des mouvements, et des mouvements qui peuvent être traumatiques. Une chose qui sort de ces travaux, et notamment de la grande contribution de Conradsen et de ses collaborateurs, c'est qu'une cheville qui va bien, on est capable de la repositionner sans l'aide de la vue à 2 degrés près. Une cheville qui va pas bien, on fait des erreurs bien supérieures, et c'est pas rare de voir des repositionnements à 5, 6, 7 degrés d'erreur. Donc le déficit proprioceptif existe, c'est la première chose. Pour ceux qui se poseraient encore la question de est-ce que après le traumatisme, la phase d'immobilisation accentue ce déficit proprioceptif, eh bien c'est toujours compliqué de dissocier ce qui vient du traumatisme de ce qui vient de l'immobilisation. C'est pour ça que certains chercheurs se sont intéressés aux effets de l'immobilisation d'une articulation saine sur le sens proprioceptif.
De là, on peut voir, comme vous voyez la référence ici, dès 48 heures après l'immobilisation, il y a des réorganisations du cortex sensorimoteur qui sont identifiables. En fait, ce sont tout simplement les aspects négatifs de la plasticité cérébrale. On voit toujours la plasticité cérébrale comme quelque chose de positif. Alors c'est vrai, quand une aire cérébrale n'est malheureusement plus active à long terme, voire pour toujours, sauf que quand c'est une zone cérébrale qui n'est plus sollicitée de manière transitoire parce qu'il y a l'immobilisation d'une articulation, eh bien la plasticité cérébrale fait son effet quand même, et a priori je n'ai pas articulé depuis longtemps, et donc vient cannibaliser d'autres fonctions, viennent cannibaliser celle de l'articulation, du contrôle sensorimoteur de l'articulation immobilisée. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, notre Roll, notamment, hein, Jean-Pierre Roll, qui est co-auteur de l'article que vous voyez ici, eh ben, nous montre qu'il y a carrément une diminution de l'épaisseur de la matière grise de la zone du cortex sensorimoteur qui contrôle une articulation, en tout cas les muscles périarticulaires d'une articulation donnée, après une immobilisation, tout ça, encore une fois, en dehors de toute pathologie. Donc pour ceux qui douteraient encore que l'immobilisation influence le contrôle sensorimoteur et que l'immobilisation sont facteurs de déconditionnement sensorimoteur, je vous conseille de ne plus douter. Et ce qu'on peut lire éventuellement dans Picsou Magazine fait très peu de poids face à ces deux exemples isolés que je viens de vous donner. Alors, en ce qui concerne la cheville, c'est ce que je vous disais quasiment en introduction. Comment stimuler la proprioception de la cheville? Tout le monde a l'impression que c'est clair. Bah, il suffit de mettre quelqu'un sur un support instable. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a toute une série d'études qui datent de 1999, travaux d'Ivanenko et collaborateurs, qui passent par les travaux de Brumagne et collaborateurs pendant toute la décennie des années 2000, 2002, 2003, 2008, pour les principaux travaux. Et puis, ça arrive en apogée avec 2012 et les travaux de Kears et collaborateurs, où, pour ceux qui parlent pas mieux l'anglais que moi, mais qui le lisent à peu près comme moi, eh bien, ça devrait interpeller quand même, à savoir, la proprioception de la cheville n'est pas ciblée par les exercices d'équilibration sur plan instable. Donc, on se trompe quand on pense stimuler la proprioception de la cheville de patients, quand on leur demande de s'équilibrer sur un plateau avec une demi-sphère en dessous, sur de la mousse, sur des coussins, sur tout escarpolette de dot et tout ce genre de système. Comment on peut en arriver là? Comment cette conclusion choc, qui est devenue un titre, peut être avancée et publiée dans un journal scientifique? Alors, la méthode qu'il y a derrière, et c'est un des intérêts de cette présentation, la méthode qu'il y a derrière, encore une fois, c'est Jean-Pierre Roll, et donc ce sont nos collègues marseillais qui ont permis d'avoir accès à ce genre d'informations. En fait, on a utilisé la vibration tendineuse. Les auteurs ont utilisé la vibration tendineuse pour en arriver à ce genre de conclusion. Alors, je vais faire un petit détour pour vous expliquer la méthodologie et ensuite revenir sur comment ils ont pu obtenir ce genre de résultats. Le meilleur moyen de connaître dans une situation donnée si on utilise beaucoup ou moins une entrée sensorielle ou une source d'information, c'est de perturber cette source d'information et d'évaluer si ça perturbe ou non, si ça perturbe plus ou moins, pour être moins binaire, le comportement de la personne qu'on étudie. Je vais m'éloigner un peu du sujet, mais si je veux évaluer l'importance de la vue dans deux tâches, et ben si je veux mesurer l'importance du sens visuel quand je mange une banane, je peux couper la vue de la personne, il va continuer à manger sa banane, a priori, ou toute autre chose. Ce qui sous-entend qu'on peut manger quelque chose sans l'aide de la vue. Si je fais la même chose, je coupe l'entrée des informations visuelles d'une personne qui conduit, à moins qu'elle soit kamikaze, elle va s'arrêter de conduire. La conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'on a plus besoin des informations visuelles pour conduire que pour manger une banane. Ça paraît très bête jusque-là. La vibration tendineuse, poser des petits vibrateurs qui font la taille d'un téléphone, alors pas ceux qui explosent, ceux qui sont un tout petit peu plus petits, sur un tendon et faire des micro-vibrations à peu près 80 Hz, donc 80 vibrations par seconde, ça revient à complètement perturber le sens proprioceptif. C'est un synonyme d'activation artificielle des fuseaux neuromusculaires, qui sont des propriocepteurs prédominants pour le système nerveux central.
Donc, en gros, quand je viens vibrer un tendon, je fais croire au cerveau que le muscle qui est rattaché à ce tendon s'étire. Donc, je viens donner un faux signal proprioceptif. Si je donne un faux signal proprioceptif et que ça ne perturbe pas le comportement de la personne que j'étudie, ça veut dire qu'elle n'utilise pas cette source d'information. Si je viens perturber le signal proprioceptif d'une articulation dont les signaux sont fortement utilisés pour la tâche en cours, eh bien, ça va forcément beaucoup perturber le comportement de la personne. Quand je vibre, donc là, si on voit un exemple, peut-être que la phrase qui a été dite par Roll, c'est que la vibration tendineuse, c'est un leurre neurosensoriel quasi parfait. Donc on va s'en servir en termes de sonde proprioceptive ici. L'exemple le plus parlant que vous voyez peut-être en bas à gauche de votre écran, on n'avait pas encore parlé de la région bordelaise, voilà, c'est le cas, au sud-ouest. Eh bien, si vous demandez à une personne, les yeux fermés bien entendu, de toucher son nez et que vous lui vibrez les muscles fléchisseurs du coude, donc si vous vibrez les muscles fléchisseurs du coude, vous faites décharger artificiellement les fuseaux neuromusculaires de ce groupe musculaire-là, donc vous faites penser au système nerveux central que les fléchisseurs du coude s'allongent, donc que le coude, qui a une extension du coude, mais en même temps, il a, via son système haptique, l'information que ses doigts touchent son nez. Donc il a l'impression que son coude s'étire mais qu'il touche toujours son nez, donc il a l'impression qu'il est en train d'étirer son nez, on appelle ça l'effet Pinocchio. C'est pour bien vous faire comprendre l'impact vraiment de la perturbation proprioceptive. Alors rapporté à notre sujet, qu'est-ce que ça donne Eh bien, encore une fois là, vous voyez qu'on peut vraiment, en appliquant des vibrations entre 60 et 80 Hz, générer des illusions sensorielles. Et puis, par exemple, si rapporter un peu plus à notre sujet, comme je le disais, mais là c'était pas de la faute de Grégoire cette fois-ci, c'est moi qui avais oublié une diapo, si on vient vibrer les tendons d'Achille d'un sujet qui se tient debout sur un sol stable, les yeux fermés, eh bien il va avoir tendance à se jeter en arrière. Pourquoi il se jette en arrière? Tout simplement parce que la vibration de son triceps sural fait penser, donc engendre une décharge artificielle des fuseaux neuromusculaires du triceps sural. Donc le système nerveux central interprète ça comme un allongement du triceps sural, donc du mollet. Donc si on a les pieds posés au sol et qu'on a l'impression que le mollet s'étire, c'est que, a priori, on est en train de tomber vers l'avant. Si on tombe vers l'avant, eh bien, on va compenser ça. Et donc quand on vient mettre en place ce genre de vibration chez des sujets qui ont les yeux fermés sur le triceps sural, ces personnes se jettent en arrière parce qu'ils pensent être en train de tomber en avant, mais cette chute en avant n'est qu'une illusion générée par les phénomènes que je viens d'exposer. Donc on vient vraiment perturber tout ça. Ce qu'ont proposé Brumagne et ses collaborateurs en 2008, c'est un indice, c'est-à-dire sur une surface donnée, par exemple sur un sol stable, je vais vibrer, je mets la personne sur une plateforme de force, je mesure sa stabilité posturale, et puis dans une condition, je vais vibrer ses chevilles, je vais voir dans quelle mesure ça le perturbe, et puis dans une autre condition, je vais vibrer la région lombaire, je vais voir dans quelle mesure ça le perturbe. Si il est très perturbé par une vibration des chevilles, c'est qu'il utilise beaucoup cette source d'information proprioceptive, et s'il est moins perturbé par une vibration au niveau des lombaires, c'est qu'il utilise moins cette source d'information proprioceptive. Ce que ont montré Ivanenko, Brumagne et Kears, c'est que quand on est sur un sol stable, on est très perturbé par une vibration au niveau des chevilles, beaucoup moins par une vibration au niveau lombaire. La conclusion, c'est que quand on s'équilibre sur un sol stable, notre cerveau fait beaucoup plus confiance ou a beaucoup plus recours aux informations proprioceptives d'origine cheville et beaucoup moins de celles qui sont originaires de la région lombaire. C'est tout simplement ce que traduit le fameux article que j'ai présenté précédemment sur la proprioception de la cheville. Donc à gauche ici, vous voyez les résultats qui sont obtenus sur une cheville stable. On vibre la cheville, grosse perturbation, on vibre au niveau lombaire, peu de perturbation. On en conclut que les informations, quand on s'équilibre sur un sol stable, les informations qui sont utilisées principalement par le système nerveux central sont des informations proprioceptives originaires de la cheville. Quand on fait la même chose sur un plateau instable, sur de la mousse, sur un coussin, sur des escarpolettes de dot, j'insiste, tous les supports multidirectionnels instables, eh bien on a les résultats complètement inverses, c'est-à-dire on vibre la cheville, il n'y a presque pas de perturbation additionnelle, on vibre les lombaires, il y a une perturbation beaucoup plus importante. En gros, ce qui peut être conclu
de ça, c'est que quand sur un support instable, eh bien, évidemment, on vient challenger la proprioception de la cheville, mais la déstabilisation est tellement aspécifique qu'il y a une réorganisation sensorimotrice qui se met en place et que le système nerveux central ne fait plus confiance aux informations originaires de la cheville et va chercher des informations ailleurs, et notamment au niveau des articulations sous-jacentes. Alors, un des gros principes de ça, c'est de considérer que si on déstabilise l'ensemble du pied, eh bien, on ne peut plus générer de force de réaction au sol. C'est-à-dire que le pied, la cheville est complètement disqualifiée en tant que réorganisateur, d'informateur et de régulateur postural. Donc on est bien obligé de se recréer une base pseudo-stable. Donc effectivement, on va activer tous les muscles périarticulaires de la cheville pour essayer de la stabiliser et de se faire une pseudo-base stable. Par contre, on va s'équilibrer avec ce qu'il y a au-dessus. Notre idée, ça a été de dire peut-être qu'il y a une situation intermédiaire, c'est-à-dire une situation sur laquelle je peux créer une instabilité, mais une instabilité qui soit assez spécifique pour ne pas engendrer une repondération sensorielle complète et qui stimule la proprioception de la cheville. C'est une hypothèse qu'on a validée en employant la même méthode avec les vibrations tendineuses. Vous voyez ici l'article qui en est né, donc une collaboration entre l'Université de Savoie et l'Université de Laval à Québec. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu démontrer dans le cadre de cette étude? Alors, voilà, la méthode, des sujets sains, sans antécédents de cheville, on a fait de l'électromyographie, de l'activité musculaire, vous verrez tout à l'heure, des signaux posturaux pour évaluer la perturbation posturale engendrée par les vibrations, des vibrateurs tendineux, comme je vous en ai parlé, et puis une synchronisation, une acquisition via une carte d'acquisition analogique digitale, que vous pouvez visualiser à droite ici, en gros, le protocole. Alors, on a comparé une situation contrôle, une situation instable qu'on a appelée aspécifique, en l'occurrence de la mousse ou un plateau instable, et puis une stimulation spécifique où on stabilise l'avant-pied, on déstabilise uniquement l'arrière-pied autour de son axe physiologique. Il y a une situation où il n'y a pas de vibration, il y a une situation où il y a une vibration au niveau des fibulaires, donc de la cheville, et une situation où il y a des vibrations au niveau paraspinaux, au niveau lombaire. Qu'est-ce qu'on voit? Ben ça, c'est l'exemple d'un signal postural où vous voyez eh bien, la première phase où il n'y a pas de perturbation, la phase où il y a une vibration et donc une perturbation, en l'occurrence posturale, et puis la phase de retour à la normale. Et donc, tout le principe est de faire un ratio entre la stabilité posturale quand il n'y a pas de vibration et la stabilité posturale quand il y a beaucoup de vibration. Plus le ratio perturbation sur non-perturbation est important, plus ça veut dire qu'on utilise les informations originaires de l'articulation vibrée. Donc on utilise vraiment la vibration comme un outil. Ici, ce n'est pas un outil de rééducation. Ça peut l'être, hein, un outil de rééducation dans certains cas, mais ici, on l'utilise vraiment comme un outil d'étude de l'origine des signaux proprioceptifs qui sont utilisés par le système nerveux central. Avant ce genre de paradigme, on était obligé de contrôler ou de comparer des sujets sains à des sujets déafférentés. Il y en a très peu. Des sujets déafférentés sur uniquement la cheville, il n'y en a pas. En tout cas, à notre connaissance, alors qu'on travaille beaucoup avec le laboratoire québécois qui a beaucoup développé de choses sur le contrôle moteur chez les personnes déafférentées, mais pas paralysées, parce que sinon c'est compliqué d'étudier le contrôle moteur. Ce fameux ratio, il peut être calculé à partir de la surface de déplacement du centre de pression ou à partir de sa vitesse. La référence, c'est quand même la surface. On a également étudié l'activité électromyographique intégrée, donc la quantité d'activité musculaire, et on a notre fameux indice de pondération proprioceptive que j'ai évoqué tout à l'heure. Plus il se rapproche de 1, plus on est proche d'une utilisation quasi exclusive de la proprioception de la cheville par le système nerveux central, plus on est proche de 0, moins c'est le cas. Les statistiques, donc on a fait des ANOVA, des tests post-hoc quand c'était nécessaire, et on considère qu'il y a un seuil de significativité quand on atteint 0,05, donc on accepte 5% d'erreur éventuelle. C'est la norme. Alors ici, les résultats qu'on a pu obtenir, là on est à gauche sur l'impact sur la surface, donc plus le résultat est élevé, plus les gens sont perturbés. Quand on est à droite, c'est la même chose sur la vitesse. Alors ce qu'on voit, c'est que sur un sol stable, quand on vibre les fibulaires,
donc vous voyez entre les deux points rouges, eh bien, on obtient sur les deux indicateurs une perturbation plus importante. C'est-à-dire, quand on est sur un seul stable, on utilise beaucoup la proprioception de la cheville. Vous voyez qu'entre-temps, entre pas de vibration et la vibration en gris des muscles paraspinaux, il n'y a presque pas de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vibration, il n'y a pas eu de détérioration, de perturbation associée à la vibration des paraspinaux. Donc, quand je m'équilibre sur un seul stable, j'utilise pas beaucoup, mon système nerveux central n'utilise pas beaucoup les informations proprioceptives originaires de la région lombaire. Quand on fait la même chose sur un support instable non spécifique, en l'occurrence une mousse, mais là c'est tout simplement l'expression des résultats de Brumine, d'Ivanenko, de Kiers qui l'ont fait sur la mousse, sur les plateaux, etc., eh bien on n'a pas du tout le même type de résultat. On va dire que ça stagne, voire ça diminue, donc on n'est presque pas perturbé par une vibration de la cheville. Et puis quand on revient sur le système instable spécifique, donc là où on permet un ancrage de l'avant-pied et on déstabilise uniquement l'arrière-pied, bon, on a le même profil de résultat que quand on s'intéresse à la situation stable, donc on cible la proprioception de la cheville. Donc à partir de là, on sait que c'est possible de mettre les gens sur une situation instable, spécifique, qui stimule de manière ciblée la proprioception de la cheville. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de constater que si on va directement voir l'indice de pondération proprioceptive, eh bien à gauche, quand on est en situation stable, on est à peu près à 0,7. Alors en noir, c'est quand on calcule cet indice à partir du déplacement du centre de pression. En blanc, c'est quand on le calcule à partir de la vitesse du centre de pression. Encore une fois, ce qui est le plus pertinent, c'est le point noir. On va être sur un indice à peu près à 0,7, donc plutôt axé cheville quand on est sur un seul stable. On tombe en dessous de 0,5 quand on est sur une situation instable non spécifique, donc ce qui est classiquement utilisé pour stimuler la proprioception de la cheville et qui est en fait une situation d'instabilité multidirectionnelle. Et puis on retombe sur sensiblement le même niveau de stimulation proprioceptive de la cheville quand on est sur un processus instable spécifique. Donc à la limite, quand on est là, on a dit c'est possible de mettre les gens en situation instable tout en ciblant autant la proprioception de la cheville que quand on est sur un seul stable. Alors à partir de là, on peut se poser la question, à quoi ça sert du coup de les mettre sur un truc instable, parce que c'est pas mieux que sur le seul stable, c'est à peu près pareil. Ben là, la réponse elle est sur la stimulation musculaire. Vous voyez à gauche la stimulation des éverseurs, des fibulaires, donc qu'on prenne le cas de la stimulation globale qui est vibration ou pas, on voit clairement ici que c'est la stimulation, la situation instable spécifique qui permet de recruter, qui n'ait pas de vibration, qui ait une vibration sur les fibulaires ou une vibration sur les paraspinaux, qui permet de stimuler de manière ciblée les fibulaires, donc les éverseurs de cheville, alors que la stimulation instable non spécifique, eh bien, elle cible plutôt les dorsiflexeurs, le tibialis en l'occurrence. Donc la seule manière de cibler d'un point de vue moteur, c'est ce qu'on voit sur cette diapositive, les muscles éverseurs, stabilisateurs latéraux de la cheville, et de travailler de manière ciblée la proprioception de la cheville, eh bien, c'est d'aboutir sur un modèle qui est le suivant, un modèle où on permet un ancrage métatarsien, c'est-à-dire qu'on permet à l'avant-pied de produire des forces de réaction au sol pour gérer la posture, et où on déstabilise de manière localisée l'arrière-pied, et tant qu'à faire, on le déstabilise autour de l'axe qui nous intéresse, c'est-à-dire on veut redonner à la cheville la capacité à détecter les mouvements potentiellement lésionnels. Eh bien, si on veut faire ça de manière optimale, il faut reproduire ce mouvement potentiellement lésionnel dans des conditions sécurisées, c'est-à-dire dans des amplitudes tout à fait maîtrisées mécaniquement. Mais si on fait faire des flexions-extensions, eh bien, on va redonner une capacité à détecter la flexion-extension. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour détecter les mouvements potentiellement traumatiques. Donc en gros, ça c'est l'article, c'est la conclusion, et j'ai essayé le plus rapidement possible d'exposer les principales conclusions du fameux article en question. Il est accessible, hein, n'hésitez pas à aller le consulter, et puis si vous voulez qu'on vous l'envoie directement, vous pouvez nous solliciter sans problème également. Et vous voyez que le modèle qu'on vient de présenter, eh bien, c'est de ce modèle dont on est parti de ce modèle-là pour développer le concept Myolux avec un avant-pied, une palette métatarsienne
ancré au sol, une déstabilisation physiologique de l'arrière-pied et puis une liaison entre avant-arrière-pied souple pour permettre la stimulation ou en tout cas la mobilisation de l'articulation soutalienne en charge en dissociant avant-arrière-pied. Alors, d'un point de vue fonctionnel, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, tout simplement, vous voyez, si on lance une première vidéo, vous allez voir des patients qui, sur ce genre de système, ont tendance soit à manquer de réactivité, à se laisser embarquer en inversion, comme vous le voyez ici, soit qui vont avoir tendance à compenser en faisant de l'hyperpronation. Alors, vous le verrez peut-être juste après, ou vous l'avez vu juste avant. Et un patient qui arrive à maîtriser cette déstabilisation, eh bien, il va ni compenser en hyperpronation, ce qui peut poser des problèmes, notamment au niveau du genou, ni se faire complètement déstabiliser en inversion. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer à l'œil nu. Ce qu'on peut aussi observer et ce qu'on a voulu développer, c'est avec le système Myolux, c'est qu'on a intégré une centrale inertielle à l'arrière du chausson et on a pu mettre en évidence ce genre de déficit. Donc vous voyez, par exemple, en l'occurrence, c'est l'exercice numéro 3. Et vous allez voir ici le même type de problématique. Donc le patient, bien évidemment, il s'équilibre sans pouvoir s'appuyer sur un mur. Et la zone verte ici est la zone de tolérance dans laquelle il peut être. Et puis la bille orange, c'est la position de son arrière-pied. S'il se fait trop embarquer ici pour un pied droit vers la droite, c'est qu'il ne maîtrise pas l'inversion. S'il fait de l'hyperpronation, comme on voit ici vers la gauche, c'est décompté comme un temps faux aussi. Et donc, on peut lancer un test sur une vingtaine de secondes, comme c'est en train de dérouler ici sur le patient. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est ce qui se passe physiquement. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est le feedback qu'il a. Et donc, en fonction du temps qu'il a passé à l'intérieur ou en dehors de cette zone de tolérance, on va directement lui donner un score qui est un score d'utilisation fonctionnelle de la proprioception de la cheville. Et ce n'est pas un score de capacité d'équilibration sur plan instable. C'est bien deux choses différentes. Voilà pour ça. Une autre question qu'on peut se poser et que j'ai évoquée dès le départ, c'est comment évaluer l'acuité proprioceptive de la cheville. Ben, tout simplement, dans la littérature scientifique, il y a des tests de repositionnement. Je vous disais tout à l'heure qu'une cheville saine, on est capable de la repositionner dans une position donnée, sans l'aide de la vue, bien évidemment, en faisant une erreur inférieure à 2 degrés. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tester et travailler très tôt, parce que ça peut se faire en décharge. Et donc 3-4 jours après une entorse aiguë, on peut commencer à travailler en décharge, faire des inversions-éversions au patient. Alors c'est rébarbatif pour le patient si c'est fait que mécaniquement, et puis ça apporte aucune info au thérapeute, et on peut le rendre beaucoup plus intéressant pour le patient, beaucoup plus ludique, en faisant un test de repositionnement, et là ça vient donner une information objective et concrète au thérapeute. Et donc on peut voir que en faisant ce genre de test de repositionnement, comme on l'a vu de manière un peu artisanale ou de laboratoire sur la diapositive d'avant, eh bien ça permet à des patients, c'est le travail de Robin Pitra, un étudiant en fin d'études de kinésithérapie, lui il a pu démontrer sur un groupe de basketteurs que des gens qui ont travaillé avec le dispositif Myolux ont restauré leur proprioception de la cheville, et des gens qui ont travaillé sur plateau de Freeman et des gens contrôle ont conservé une erreur supérieure à 2 degrés à la fin du protocole. On est même capable, et ça c'est encore une fois un travail d'une autre étudiante que d'ailleurs mon ami Grégoire connaît publiquement, et donc là on s'est intéressé à des patients qui se faisaient opérer, qui allaient se faire opérer d'une cheville, donc ils étaient tellement instables qu'ils en arrivaient à la ligamentoplastie, qu'ils n'avaient eu aucun antécédent sur l'autre cheville. Les deux informations intéressantes sur cette diapositive, c'est qu'effectivement, la cheville opérée a des erreurs bien supérieures aux 2 degrés de référence, on est plutôt à 4-5 degrés en moyenne, mais c'est également le cas de l'autre côté, sur la cheville contralatérale, où il n'y a pas eu de traumatisme. Donc on comprend bien ici que c'est un problème plutôt central, plutôt neurologique. C'est le traitement par le système nerveux central de l'information périphérique qui pose problème. Et donc, en faisant un travail avec les protocoles Myolux qu'on a présenté et qui s'inspire du modèle qui est évoqué dans le cadre de cette présentation, à savoir l'avant-pied ancré au sol et l'arrière-pied déstabilisé autour de son axe fonctionnel et de manière très localisée, eh bien on arrive à restaurer une acuité proprioceptive après opération sur la cheville opérée,
et sans opération de l'autre côté, mais on arrive à restaurer cette acuité proprioceptive sans aucun problème. Encore faut-il aller la stimuler de manière ciblée. Donc ça, ce ciblage et ce travail proprioceptif, ça fait également l'objet d'un des exercices du fameux Myolux Evolution qui est équipé donc d'une centrale inertielle et qui est connectée à une tablette. Et donc, si on peut peut-être, voilà, ici, en orange, vous avez la position de l'arrière-pied, en vert, une cible. Vous allez atteindre cette cible, c'est la cible de référence. Une fois que vous avez atteint cette cible, vous revenez en position neutre, et puis vous devez vous repositionner sans l'aide de la vue à la position prédéterminée de la cible. Si vous faites une erreur de plus de 2 degrés, votre essai est invalidé. Si vous faites une erreur de moins de 2 degrés, il est validé. On va pouvoir voir ça en vidéo. Donc toujours pareil. Bon, alors ici, pas pareil, on a notre patient en position de décharge, donc c'est pour ça que c'est le premier exercice, on peut le faire très vite. Encore une fois, 3-4 jours après la première une entorse aiguë, les consignes qui défilent, et puis après, une fois qu'on lance le test, eh bien, on vient se positionner sur la cible en question. Quand on est resté une seconde et demie sur cette cible, ça valide, ça revient en position neutre, et là on vient se repositionner. Ici c'est un essai validé, vous avez vu, tout s'est affiché en vert, on a fait moins de 2 degrés d'erreur. Encore une fois, ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran, physiquement sur la cheville, c'est ce qui se passe sur l'écran. En fait, c'est le biofeedback que le patient a sur sa tablette. Et donc ici, on a un deuxième essai qui a été validé aussi, je crois, j'ai pas fait attention. Mais voilà, celui-ci est invalidé, il y a plus de 2 degrés d'erreur. Et de cette manière-là, on fait une dizaine d'essais quand on a lancé un test. Alors on peut s'entraîner autant qu'on veut, mais quand on lance un test, il y a une dizaine d'essais. En fonction du nombre d'essais validés et du nombre d'essais invalidés, il y a un calcul de score, et ce score vient s'implémenter sur le fameux hexagone de référence. Mais vous aurez compris les grands principes. En tout cas, tout ce qu'on vous a dit ici, c'est surtout, ce qui est important, c'est l'information scientifique qui en découle. Et puis, là, on vient vraiment présenter des exemples d'accès à ces principes démontrés scientifiquement en cabinet. Encore une fois, vous allez recevoir dès demain le PDF de cette présentation, et vous voyez sur les diapositives où il y a des vidéos, les liens YouTube qui vous permettent d'aller revisualiser ces vidéos à souhait autant que vous le voulez. Voilà pour cet aspect-là. On en arrive à la fin, et je ne sais pas du tout si on est dans les temps ou pas, mais à peu près presque. Donc ouais, on avait dit une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est ça. Et donc ici, encore un intérêt de recevoir ça en PDF demain, parce que c'est compliqué de prendre toutes les infos ici. Vous avez l'ensemble des formations qui sont planifiées jusqu'à la fin de l'année 2016 pour l'Académie de la Cheville. Donc on en est ce soir au 25 octobre, donc sur l'équilibration sur surface instable. Le 8 novembre, le docteur Ronny Lopez de Nantes vous parlera de l'apport de l'arthroscopie dans la ligamentoplastie de cheville. Le 22 novembre, en chirurgien encore, Yves Tourné qui parlera des bonnes pratiques en ligamentoplastie et surtout quel type de rééducation peuvent être nécessaires après un hémicastin ou une chirurgie au frondiforme. C'est pas du tout la même chose. Alors, je sais que vous êtes plutôt un public de kiné, mais on peut se sentir un peu éloigné des problématiques du chirurgien, mais en fait, ce sont vraiment des combinaisons entre la stratégie chirurgicale et la rééducation qui est mise en place derrière, qui assure la bonne restabilisation de l'articulation. On fera un point de nouveau ensemble si vous voulez bien venir et que Grégoire vous a pas trop énervé avec ses lancements foireux sur posture et instabilité de cheville. Qu'est-ce que dit la science? Est-ce que évaluer la stabilité posturale, c'est pas tout à fait le même thème que ce soir, hein. C'est pas du tout le même thème même. Est-ce qu'évaluer la posture de la cheville, est-ce que investir dans des plateformes de force par exemple, c'est intéressant pour comprendre ce qui se passe chez une personne qui fait des instabilités de cheville? Si oui, quels paramètres aller calculer? Sinon, quels autres tests sont accessibles? Voilà, on fera le point sur tout ça le 29 novembre. Le 6 décembre, on refera une session qui a bien plu il y a quelques semaines, en tout cas qui a été largement suivie sur est-ce qu'il y a une faiblesse ou non des éverseurs de cheville chez les personnes en instabilité? Et si oui, comment on peut le tester de manière objective en cabinet? Et puis, le 20 décembre, notre ami Brice Picot, qui est parti ce jour même pour 2 mois de vacances au Laos. Hey, ils sont malheureux les kinés, hein.
eh bien, nous parlera de la prise en charge de l'entorse de cheville sur le terrain. C'est entre autres un des kinés de l'équipe féminine de France de hand. Voilà, on vous remercie pour votre attention. On vous dit à on vous dit à bientôt. Et puis, Grégoire va peut-être pouvoir nous dire s'il y a des questions ou pas, s'il arrive à se mettre en action efficacement. Alors, il y a une question de Christian qui demande si le raisonnement qui est tenu sur un plateau de Freeman où le déséquilibre est dû au déplacement du centre de gravité du patient, peut-il se tenir aussi sur un plateau motorisé où le déséquilibre est imposé par le plateau? Alors, c'est une question qui mérite d'être posée d'ailleurs. Merci Christian. Je ne sais pas à quelle heure elle a été posée, peut-être que l'information est arrivée après. La grosse différence entre un plateau de Freeman et puis un Uber, pour citer son nom, ou un eMove ou autre, c'est l'origine. Est-ce que le patient est à l'origine de la déstabilisation ou pas? Il l'est dans le premier cas, il ne l'est pas dans l'autre. Alors, ça apporte certainement une plus-value que je ne saurais pas chiffrer, mais qui est très certainement présente. Par contre, il y a une chose que ça n'apporte pas, c'est que dans tout ce qu'on a pu tester jusqu'à maintenant, les seules conditions dans lesquelles on a pu stimuler de manière ciblée la proprioception de la cheville, c'est en 1 et avant l'axe de déstabilisation de l'arrière-pied. En numéro 1, c'est de ne pas déstabiliser tout le pied. C'est de permettre une surface d'ancrage métatarsien, en tout cas, c'est de permettre quelque part sous le pied, il faut déstabiliser la cheville. Donc on déstabilise l'arrière-pied, et donc il ne reste plus que l'avant-pied ou le médio-pied. Là, il faut lui permettre de s'appuyer sur le sol, et il faut lui permettre de générer des forces de réaction au sol pour s'équilibrer. Sinon, si on met le pied sur, que ce soit un plateau complètement instable, de lui-même ou motorisé, que ce soit une mousse, un coussin, tout ce qu'on veut, si on met quelque chose de complètement mouvant sous l'ensemble du pied, bien évidemment que mécaniquement, en fait c'est pas très compliqué à identifier, mécaniquement on empêche la cheville ou on empêche l'interface pied-sol, on rompt toute efficacité de l'interface pied-sol. Donc le pied ne peut plus servir de régulateur postural. Donc à partir de là, nous, tout ce qu'on a testé dans l'étude qui est la fameuse étude en collaboration avec le laboratoire québécois, tout ce qu'on a pu tester n'a pas permis de cibler la proprioception de la cheville, à part si on vient ancrer l'avant-pied au sol et stimuler, déstabiliser de manière spécifique l'arrière-pied. Si on s'extrait de tout type de matériel, mon avis, c'est qu'il vaut bien mieux, si on veut stimuler la proprioception de la cheville d'un patient, lui demander de mettre son avant-pied ancré au sol et de mettre une balle de tennis sous son arrière-pied, que de faire plein d'autres choses. Alors, je ne sais pas si ça correspond à la réponse ou pas, j'ai pas vraiment de...